Marisol Sico Dominguez, maître de conférences honoraire de l'Université Paris 3. Et j'ai travaillé dans linguistique hispanique. Le titre, c'est Recherche sur le prononcé. Je l'ai soutenu en janvier 1994 à l'Université de Paris 4, Paris-Sorbonne. Et il a été dirigé par le professeur Jean-Claude Chevalier. Bon, alors est-ce qu'on peut commencer? Moi, je te connais très très bien puisque tu as été non seulement ma collègue à Paris 3, mais presque ma mère universitaire. C'est toi qui, avec Rustino, m'avait mis au monde des cours et de la recherche dans l'hispanisme. Donc, je te suis très reconnaissante et tu sais que je t'aime beaucoup. Moi aussi. Et du coup, on va revenir un peu sur ton parcours. Donc, est-ce que tu peux nous dire si cette thèse, c'est l'aboutissement d'un parcours, tout ce qu'il y a de conventionnel, d'hispaniste français, avec une licence, une maîtrise, un DEA, bref, un parcours plan-plan, ou est-ce que tu as des choses plus originales à nous raconter? C'est un petit peu, enfin, c'est en même temps classique et atypique. Parce que quand je suis arrivée en France dans les années 60, j'ai commencé par étudier le français, logiquement. Alors, j'ai suivi les cours de l'Alliance française, j'étais à Angers, j'ai présenté le diplôme, et ensuite, je suis partie vivre au Maroc. Et là-bas, je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas une licence d'espagnol? Donc, je me suis inscrite à Bordeaux, à l'Université de Bordeaux, les cours par correspondance, et j'ai fait ma première année, j'ai validé ma première année de... C'était pas encore le DUG, je ne sais pas comment on appelle ça, l'espagnol. Et puis, j'ai dû laisser passer les temps pour des diverses... Et je suis partie du Maroc, je suis allée en Amérique latine, et c'est finalement, quand j'étais au Brésil, en Colombie, et c'est à Buenos Aires qu'il y avait un centre d'examen de l'Université de Bordeaux. Et je me suis dit, tiens, je vais faire ma deuxième année. Et j'ai passé ma deuxième année à Buenos Aires. Et ensuite, je suis rentrée en France. Et il me restait une année de licence à faire, donc je me suis inscrite à l'Université Paris 3. Et j'ai fait la licence, ensuite j'ai fait la préparation pour le CAPES, j'ai passé le concours, j'ai fait le master 1, la maîtrise, qu'on disait à l'époque. Et après, je suis repartie à Madrid. Et j'ai préparé l'agrégation avec le CNED, toujours par correspondance. Et puis, bon, moi, je l'ai eu, j'ai fait mon master 2 là-bas. Et alors, la maîtrise, je l'ai fait sur pues, le signe pues. Et le DEA, j'ai commencé avec le prononcé, et je me suis dit, oh, c'est vraiment passionnant, il va y avoir beaucoup de travail, oui, en effet, il y avait beaucoup de travail. Donc, je suis partie au Mexique avec mon sujet, et en revenant, j'ai soutenu à l'Université Paris 4. Voilà. Bon, alors attends. Alors moi, je voudrais déjà savoir, avant qu'on entre dans le sujet de ta thèse proprement dit, d'où te viennent ces curiosités obsessionnelles pour des gens comme Pues et C. Et, écoute, c'est très drôle parce que moi, j'étais nourrie d'ouvrages de grammaire classique, la Real Académie, etc. Et d'abord, quand je suis arrivée à Paris 3, j'ai découvert les cours, on va dire en présentiel. Je vous dis en présentiel. Et je me suis retrouvée devant des enseignants qui acceptaient le dialogue, le débat, qui répondaient à toutes les questions. Pour moi, c'était vraiment très, très bien. Mais surtout, j'étais fascinée par les cours de linguistique. Il faut dire que l'année de licence, il y avait déjà nos professeurs, ceux qui nous faisaient les cours de linguistique, s'appelaient Maurice Monlot, Jean-Claude Chevalier, Michel Lenay et Marie-France Delport. Donc,
c'est déjà un bon début. Et c'était l'époque où le groupe Mollage, c'est-à-dire Mollo, Chevalier et Delaunay, était en train de développer la théorie de la raison du signifiant, le signifiant unique. Et il disait, c'était en gros, un signifiant correspond à un seul et unique signifié qui peut apparaître dans le discours et avoir capacité de désignation d'autres choses, etc. Et je trouvais ça très intéressant. Donc, je commençais par pues et j'ai plus ou moins réussi à démontrer qu'il n'y a pas un pues causal, un pues consécutif, un pues, je ne sais pas, d'hésitation ou un pues d'invitation. Par exemple, pues venga a cenar esta noche a casa. Bon, et puis après, quand j'ai commencé le DEA et j'ai commencé à faire l'état de la question de C, je me suis dit, bon, là, il y en a pour une thèse, sans problème. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, je pense que c'est ça, c'est à Paris 3 que j'ai attrapé le virus de la linguistique. Il ne m'a pas lâché. Hein, depuis, Alors, je remarque que vous autres gens de linguistique qui avez ce fameux virus, vous avez, avant de parler de vos contenus, vous avez le besoin, je n'ai pas dit vous éprouvez le besoin, ce n'est pas du tout péjoratif, hein, de définir votre discipline. Je remarque que les linguistes que j'ai interviewés m'ont dit « Attends, il faut déjà que je t'explique ce que j'entends par linguistique ». Donc pour toi, c'est quoi la linguistique? C'est quoi en tant que discipline? Voilà. Je ne sais pas, c'est quelque chose, enfin, je ne sais pas. J'ai fait ça surtout pour satisfaire ma curiosité. Je trouve un phénomène qui me paraît un peu extraordinaire. Je dis, tiens, mais pourquoi? Et comment? Et d'où ça vient? Et moi, je voyais l'autre jour quelque chose, vous parlez des expressions du doute. Hein? Pourquoi est-ce qu'on emplace ça pour exprimer le doute? Alors, ça, c'est le type de... Et alors, moi, je vais voir le signifiant. Moi, dans ma démarche, je regarde le signe, je dis, ah, tiens, ça. J'ai travaillé sur des connecteurs, pas mal, et c'est comme ça que je procède toujours. Une espèce pour satisfaire ma curiosité d'abord, et puis, bon, si ça peut servir à quelqu'un, c'est pas mal. Hein? Ça, c'est toujours ça de gagner. Allez, venons-en maintenant à la thèse. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as voulu démontrer dans ce travail? Alors, dans ce travail, j'ai travaillé dans le cadre du signifiant unique. C'est quelque chose que j'avais réussi à faire plus ou moins pour pues. Et je me suis dit, là, il y a un problème. Je commençais à regarder. Et je suis tombée dans mes recherches à Madrid pendant le débat. Je suis tombée sur une phrase, une note de la grande grammatica de Andrés Bello, et avec des annotations de Rufino Cuervo, etc. Et je suis tombée sur une note d'un Niceto Alcalá Zamora, qui était un homme politique, juriste, écrivain, qui a eu des postes très importants de la République et qui était dans les années 40. Il est mort à Buenos Aires parce qu'il est parti en exil. Et il a dû ajouter cette note à ce moment-là. Mais lui, il n'était pas du tout un linguiste. Alors, il a dit: nosotros hemos cargado con demasiados oficios a esa sílaba de dos letras S y E, pues sin diferenciarla siquiera con acento, salvo cuando corresponde al presente del verbo saber o al imperativo de ser, nos sirve para dativo y acusativo como pronombre reflexivo, dativo anómalo de todo género y número, de tercera persona, forma mixta de voz
pasiva con tiempos de activa y por si todo eso fuera poco, pronombre indefinido equiparado con el on francés. Et je me suis dit, bah, tiens, ça c'est totalement original. Ce type, il a regardé ce que moi je regarde, le signe. Et il s'est dit, tiens, une syllabe de 2 lettres, ça c'est très bien, et pourquoi tout ça? Et effectivement, je commençais, enfin, je trouvais, je regardais toute la littérature grammaticale qui est tombée dans mes mains, et la plupart des gens disent, oui, il y a un C réfléchi, un C marque de voix passive, un C qui remplace le on, là, etc. Il y a énormément de choses. Et je me suis dit, mais là, c'est... Bon, il y a d'autres auteurs qui cherchent et qui postulent des signifiants. Ils parlent de nuances expressives qui doivent venir... il doit y avoir des capacités communes à toutes les phrases avec C, mais c'est vrai que, bon, avec C, tu peux dire beaucoup de choses, mais ce n'est pas C qu'il dit. Il permet, il n'interdit pas d'exprimer le réflexif, le moyen, le passif et tout. Donc, il a fallu, j'ai commencé par faire un état de la question. Et très intéressant, peut-être pas pour tout le monde. Je veux dire, si j'avais publié ma thèse, je l'aurais peut-être réduit, mais pour moi, pour voir quels étaient les problèmes. Et après, je dis, bon, maintenant, je fais demi-tour, je vais regarder. Le signe C, c'est un pronom. On ne peut pas dire autre chose, à moins que tu dises que, bon, c'est un ce n'est pas un, enfin, c'est un pronom, mais ce n'est pas le même genre de pronom, c'est le sujet. Là, il ne faut pas extrapoler, donc c'est un pronom qui ne fait pas la distinction de genre et du nombre et qui renvoie toujours à une troisième personne, c'est-à-dire celui ou ce dont on parle. Et à partir de là, où il apparaît dans des phrases, généralement, le plus souvent, dans des phrases pronominales. Dans des phrases dans la personne du sujet est identique à la personne, enfin la personne du sujet. La personne du sujet intraverbal est égale à la même personne que c'est, c'est-à-dire la troisième personne. Tu peux le faire aussi avec mais, avec les, avec... Et bon, des phrases pronominales la plupart du temps, mais c'est après qu'est-ce que s'expriment ces phrases, quelles sont les possibilités. Et je suis arrivée à traiter tout ça, à expliquer, mais c'est vrai que, si on parle en tant de signifiant ou signifié, le signifié est extrêmement tenu et très large. C'est très abstrait. C'est-à-dire, une entité dont on parle, impliquée dans un procès qui s'exprime dans le syntagme verbal, et impliquée toujours en tant qu'entité affectée. Ça, c'est vrai. Mais je prends 2 ou 3 exemples. Je ne sais pas, si je dis Juan se lava, je dis bon, Juan et C renvoient à un seul et même être, une troisième personne. Dans Juan se lava, c'est le réflexif. Juan est le producteur de l'opération de laver, si tu veux, l'agent. Et C, c'est Juan en tant que patient. C'est le même. Ça, il agit et il agit sur lui-même. Mais si je dis Juan se aburre, c'est déjà un petit peu plus problématique. Parce que est-ce que Juan fait exprès de s'aburrir, etc. On peut se poser la question.
Donc, déjà, le sens. Mais si je dis, el puente se hundió, el puente n'a aucun pouvoir agentif. Donc, que représente C là? Représente el hundido. Pas el hundidor, mais el hundido. Bon, je n'aime pas beaucoup les termes agent et patient, qui n'ont pas beaucoup de. Mais j'appellerai ce patient, je l'appellerai l'entité affectée. Affectée, bon, au premier degré, au deuxième degré, tout ça c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et puis on arrive à ce qu'on appelle la passiva refleja. Je vais essayer de trouver des exemples. J'ajoute que les exemples que donnent les grammairiens sont en général, bon, de moins en moins, mais toute la grammaire classique, ce sont des exemples du type Juan se lava las manos, etc. Et il y en a qui sont absolument merveilleux. Aujourd'hui, se azotó a los delincuentes, par exemple. C'est pas mal. Et alors, se obsequió a las señoras. Et tout ça, c'est un peu, bon, un peu surréaliste. Donc, moi, j'ai pris un corpus et je me suis dit, alors, oui, on parle d'ambiguïté. Est-ce que c'est, si je dis Juan se operó, est-ce que ça veut dire qu'il est chirurgien et il s'est opéré lui-même? Complètement. Ou est-ce qu'il veut dire qu'il s'est fait opérer? Enfin, il y a des questions comme ça qu'on se pose, mais qu'on ne se pose pas si on prend des énoncés effectivement produits par les locuteurs. Donc, j'ai pris un corpus, 5 ouvrages en espagnol, fait là, et puis j'ai vu Bryce Echenique, Cortázar, García Márquez et Rulfo pour essayer d'élargir un petit peu. Mais de toute façon, donc, je prenais des vraies choses qu'ils avaient dit, des énoncés produits, et il n'y a jamais aucune ambiguïté, parce qu'il y a toujours dans le contexte donc, le sens de la phrase. Alors, le sens réflexif, moyen, ou pseudo-réfléchi, le sens passif et le sens impersonnel, tout ça, ça vient de la phrase. Et ça vient du contexte dans lequel se trouve la phrase. Le prononcé continue de... Bon, alors, pour les impersonnels, qu'est-ce que j'avais pris comme exemple? Aquí se come bien. Bon, je vais commencer par les passifs. Se venden libros. Libros, c'est le sujet de vender, puisque c'est au pluriel. Mais ce n'est pas du tout l'agent. Hein? Alors, c'est représente le patient qui est libros. C'est l'entité affectée par vender. Mais si je passe à ce qu'on appelle les impersonnels purs, tout ça c'est bien impersonnel, il n'y a pas de... c'est à qui c'est comme bien. Je n'ai pas besoin. Le sujet est là, parce que le sujet en espagnol, il est dans la forme verbale. Donc, c'était une troisième personne. Et de quoi je parle? De comer. Et quelle est l'entité affectée par comer? C'est lo comido. Et c'est implicite. Si je dis aquí se come bien, à partir de là, après, surtout dans la nouvelle grammaire de la langue espagnole, qui est sortie bien après ma thèse, on va trouver des nuances expressives. Et puis, ça, c'est vraiment très, très, très compliqué, parce qu'il y a un moment où ils disent que c'est implique un changement d'état. Et c'est vrai. Hein? Et el bosque se quemó, el bosque se quema, mais tout ça, c'est couper les cheveux en quatre. Et puis finalement, il y a tellement
tellement de cas et tellement de phrases et tellement de, je ne sais pas, Maurice, hein, là, mais on n'a pas besoin là, de donner une existence linguistique à l'entité affectée dans Maurice. Hein, Juan se murió, mais quand on le fait, c'est parce qu'il y a un besoin de communication. Ça correspond à se murió, ça tout plus près. Hein, c'est un peu compléter un procès qui fermait un procès et c'est sur les résultats que tu vas te fixer. Enfin, il y a mille choses. Et dans ma conclusion, j'ai dit que finalement, c'est de lettres S et tu peux les inverser. Et le C, tu mets S. Et finalement, ce que dit C, c'est l'existence d'un être délocuté. Ça, c'est. J'avais cette conclusion. Je sais pas, c'est peut-être un peu compliqué. Mon explication est peut-être un peu compliquée, mais le sujet Mais est compliqué. c'est ce que j'allais te dire. Il est drôlement complexe, ton tout petit C là. Alors, j'ai Ouais. une question à propos de ton corpus. Tu as évoqué Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez. Pourquoi précisément cela? Comment tu les as choisis? Tu as parlé de littérature grammaticale et la littérature. Alors, comment tu as fait ton choix? Alors, je l'ai pensé, j'ai choisi ce corpus bon, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de base de données avec des corpus. De toute façon, pour C, c'était cuit. Si je tape C Oui. sur une base de données, ça explose. C'est clair. Donc, bon, moi, j'ai cherché et je me suis dit, bon, plutôt des œuvres littéraires parce que bon, il y a du dialogue, on voit les gens s'expriment, etc. Mais pourquoi un corpus espagnol? Par exemple, pourquoi j'avais pris un corpus espagnol? C'était pas non plus, peut-être pas très pertinent, mais bon, je sais que pues c'est en Espagne. Alors, moi, j'ai pris Cela et Camilo José Cela et je me suis dit, bon, on va tourner un petit peu Argentine. L'Argentine, je connaissais, la Colombie aussi, le Mexique aussi. J'ai pris le Pérou et je me suis dit, tu remarquerais que je dis linguistique hispanique, pas linguistique espagnole. Ouais. Je suis convaincue qu'il y a beaucoup de choses qui paraissent très importantes dans la péninsule et qui finalement, j'ai l'impression de dire, l'habitude de dire un peu, oui, mais qui est-ce qui emploie la deuxième personne du pluriel? Nosotros. Cuatro gatos. Cuatro gatos. Les gens de la péninsule et encore pas de la péninsule. Donc, j'ai voulu élargir mon corpus pour avoir un petit peu, mais je pense que c'est s'emploie à peu près partout de la même façon. Mais il y a des phrases plus drôles, il y a des phrases plus rigolotes et qui ont l'air très authentiques. Tu vois, un personnage de Rulfo qui rentre chez lui après un voyage, après avoir donné à sa famille, et demande à son voisin, ¿qué pasa? ¿Se me murió algún chamaco? Et l'autre lui dit, non, c'était fue el tránsito con un arriero. Ça, ça vaut le coup d'avoir un corpus où on puisse trouver de quoi s'amuser. J'imagine que ça ne t'a pas échappé, les choses amusantes de ton corpus, effectivement. Alors, est-ce que à part ton directeur de thèse, Jean-Claude Chevalier, sur le rôle duquel tu pourras revenir, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont joué un rôle important pour cette thèse? Il y a surtout un rôle Maurice Molot. Maurice Molot qui
que j'ai vu, que j'ai rencontré à Mexico, parce qu'il venait faire des conférences. À Mexico, il est venu assez souvent. Et on se voyait et il était toujours prêt à me donner des conseils, à discuter avec moi, toujours, absolument. Il m'a beaucoup aidé. Et surtout, j'ai le souvenir de ce qu'on appelle una de las famosas frases de don Mauricio, qui avait des formules comme ça très intéressantes. Quand je commençais la rédaction de ma thèse, un jour, il m'a dit « Tu lis trop et tu n'écris pas assez. Il faut te jeter à l'eau. » Alors, je dis « Bon, bah... » Et ça m'a stimulé pour commencer la thèse. C'est des choses très importantes. Bon, il y a d'autres choses, beaucoup des personnes qui m'ont aidé. Des amis qui étaient en France, les Roustines, qui faisaient sa thèse en même temps sur des points précis. Il y a au Mexique, bon, pas beaucoup, mais au Mexique, il y avait un linguiste guillaumien qui avait fait sa thèse, son master avec Jean-Claude Chevalier, et qui ne faisait pas du tout de linguistique, il ne faisait plus de linguistique, mais il m'a consacré 2 ou 3 après-midi pour discuter avec moi. Et moi, c'était simplement le fait de parler avec quelqu'un de mon sujet, ça me stimulait. Et c'était... Donc, mais Maurice Mollo, j'ai un souvenir très très fort parce que c'était quelqu'un de très bien. Oui, je crois que ça fait consensus, la grandeur intellectuelle et humaine de Maurice Molliot, c'est sûr, c'est sûr. Et je crois que j'ai déjà entendu parler de lui récemment, oui. Dans le cadre des... Oui, très nombreux sont les gens de ta génération et des plus jeunes qui l'évoquent avec beaucoup de nostalgie. Bon, alors tu as dit que Maurice Molliot, à un moment donné, t'avait dit il est temps de vous jeter à l'eau, enfin de te jeter à l'eau et d'écrire. Donc je suppose que tu as rencontré des difficultés pour écrire cette thèse, mais peut-être qu'il y a eu d'autres difficultés. Est-ce que tu peux en parler? Et à part avoir un Maurice Molliot dans ta vie pour te conseiller, t'orienter gentiment, est-ce que tu as eu d'autres solutions pour résoudre ces difficultés? Les difficultés étaient en ordre intellectuel. Je ne pouvais pas tout savoir, je ne pouvais pas tout lire, etc. Mais aussi d'ordre matériel. J'ai travaillé à temps complet dans le lycée quand j'étais à Mexico. J'étais mère de famille, etc. Et j'ai senti surtout l'isolement. Alors, à part dans Mauricio, mais enfin, je pouvais, les conseils de mon directeur de recherche étaient épistolaires. Il faut penser qu'à l'époque, il n'y avait pas de... Je posais une question par écrit, j'envoyais la lettre et je recevais la réponse 2 ou 3 semaines plus tard. Quand je venais en France pendant les vacances, Jean-Claude Chevalier me consacrait du temps quand il n'était pas en vacances en même temps que moi, etc. Et on passait du temps et puis il y avait les amis, Justino qui me trouvait des livres, qui m'envoyait un logiciel pour mon ordinateur que j'avais fait venir des États-Unis. Le collègue prof de maths du lycée qui venait me l'installer. Bon, j'ai été très aidée, mais il y avait l'isolement qui était très difficile. Je pense que ici, quand j'entends dire oui, mais moi, pendant que je préparais ma thèse, j'ai assisté au séminaire, des colloques, etc. Moi,
rien du tout. Tout ça, c'était bon. J'avais d'autres activités culturelles parce que j'étais à Mexico et il y avait beaucoup de choses, mais c'était dans, dans le cadre de ma recherche. Bien sûr. Alors, venons-en, si tu veux bien, maintenant à la soutenance. Est-ce que tu peux commencer par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient ton jury? Alors, il y avait Jean-Claude Chevalier, Maurice Molot qui était qui présidait le jury, et Francis Dolis de l'Université de Pau, et Gilles Luquet qui venait d'arriver à Paris 3. Voilà. Et quel est le souvenir que tu conserves de cette journée? D'ailleurs, d'abord, c'était un grand sort de l'inconnu parce que je n'avais jamais assisté à une soutenance de thèse de ma vie. Alors, j'avais été plus ou moins briefée, mais et je ne savais pas du tout à quelle sauce j'allais manger. J'étais très stressée. Et bon, ça s'est très bien passé. La particularité de mon jury, c'est qu'ils avaient tous travaillé sur la question, sur les pronoms, sur C, même quelque chose que j'ignorais. Gilles Luquet avait fait son mémoire de maîtrise sur C. Je ne l'avais jamais vu, évidemment, et mais je l'ai appris à ce moment-là, et je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce qu'il y a? Et ils ont été très, très gentils. Ah, ça bon, les choses habituelles. Mais surtout, ils m'ont posé des questions. Et moi, devant la question, je me disais, est-ce que c'est une vraie question? Je partais du principe que c'était une question d'examen. Je connais la réponse, je pose la question pour voir si la réponse est bonne ou non. Et quand Francis Dolis m'a posé 8 questions avant la pause, je commençais à paniquer complètement. Alors, en rentrant, je répondrai à 2 ou 3 questions, pas plus. Ah non, non, dit Maurice Molot, surtout pas plus, parce que il faut qu'on aille fêter ça, il y a le pot après. Donc, j'ai répondu, et après, je me suis rendu compte que les questions que Dolis me posait, il se les était posées lui-même, il se les posait lui-même. C'était des vraies questions et pas des questions de vérification, mais pas sûrement. Bon, après, le pot qui était la partie la plus importante de la journée, d'après tout Maurice Molot, ça s'est très bien passé. Il n'y avait pas. Ah oui, alors, une chose qui m'a plu, qui était bien, quand même, c'est que j'ai soutenu dans une petite salle de l'Institut hispanique parce que c'était un samedi ou je ne sais pas quoi, il n'y avait pas de place, c'était l'époque. Et ça, c'était très bien, parce que c'était une salle de cours. Quand j'étais étudiante, il n'y avait pas beaucoup de public, quelques amis, et cette partie-là était quand même, ça m'a enlevé un petit peu le trac. Je comprends. Bon, et alors, dans quelle mesure est-ce que l'enseignante et la chercheuse que tu as été, que tu continues à être pour la recherche, ont été profondément influencées par ce travail de thèse? D'abord, j'ai travaillé sur d'autres bases. Enfin, mais j'ai commencé par approfondir des choses que j'avais touchées dans ma thèse, mais qui ne me paraissaient pas suffisamment claires. Et ça, je l'ai fait à plusieurs reprises. Le prononcé, je ne sais pas, l'affiliation du C qu'on appelle espurio en espagnol, ce que Alcalá Zamora appelle le pronombre adjetivo malo. Enfin, et
Et puis beaucoup, enfin les structures pronominales, j'ai continué, mais parallèlement, je travaillais sur des connecteurs comme déjà pues, mais ahora, entonces, luego, sin embargo, pour voir comment ils pouvaient. Et puis de là, je suis passée à la grammaticalisation. Et la phraséologie aussi, j'ai travaillé et à la réanalyse. Mais tout ça, c'est toujours du même point de vue. Moi, je pense que bon, c'est du parti pris. C'est peut-être que tous ceux qui adhèrent à cette théorie n'ont pas raison. Mais jusqu'à maintenant, je pense que ça s'est vérifié. Il y a une raison du signifiant et ça a marché. Par exemple, pour les phrases, les lexies, les phrases mettre la patte, des choses comme ça. Pourquoi, comment c'est devenu une expression toute faite, comment est-ce qu'il a perdu son sens original? Je ne crois pas. Hein. Il y avait des indices du contraire. Donc j'ai toujours travaillé dans le même cadre théorique, c'est grâce à la thèse, bien sûr. Alors là, je vais m'adresser à la fois à la chercheuse et à l'enseignante pour que tu m'expliques à moi, néophyte, cette histoire, parce que d'après ce que je comprends, en linguistique, il y a vraiment des écoles, des courants qui s'opposent, voire qui s'affrontent. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est que ces histoires de querelle de chapelle? Alors, j'appelle ça querelle de chapelle, tu mettras le mot que tu veux, mais je ne comprends pas où est la pomme de discorde. Je ne sais pas s'il y a de la discorde. C'est vrai que il y a des présupposés théoriques que les gens acceptent. Moi, enfin, les professeurs que j'ai eus, c'était des disciples, entre guillemets, parce que je crois que de Gustave Guillaume. Et alors, Gustave Guillaume, il a lancé des idées nouvelles, il a commencé à regarder la langue d'une autre façon, etc. Bon. Et il a soulevé l'enthousiasme, il n'a rien publié, hein. Rien de son vivant. Et ce sont des gens qui ont pris les manuscrits, les leçons, etc., et qui ont publié. Jean-Claude Guillamandéry, dont je t'ai parlé, avait fait partie de cette équipe. Et puis, parmi les guillaumiens, il y a eu les hérétiques, comme on disait. Alors, mes maîtres, ils suivaient les principes de Guillaume, mais ils étaient un peu plus ouverts pour les vrais, les orthodoxes. Et moi, j'avais toujours l'impression que si Guillaume ne l'a pas dit, ça n'existe pas. Mais cela dit, moi, j'ai assisté à des colloques organisés par les Guillaumiens, par André Joly, et ça s'est très bien passé. Et là, justement, Christine parlait des séries pronominales, dans quel ordre apparaissent les pronoms quand il y en a plusieurs, etc. Et bon, ils n'étaient pas contre, hein. Ils sont très ouverts. Il y a des gens intolérants partout, mais enfin, moi, les gens qui abordent les problèmes d'une façon qui n'est pas la mienne, je trouve que parfois ils arrivent à des conclusions très, très pertinentes. Hein. Et donc, cette histoire de chapelle, je ne suis pas dedans et je pense que je m'en fiche. Je m'en fiche. Bon, alors, passons à une question anecdotique qui m'amuse beaucoup. Enfin, anecdotique, qui peut devenir anecdotique. Est-ce que tu as relu ta thèse? Oui, il y a quelques jours, grâce à toi. En fait, j'en déduis que tu ne l'avais pas relue avant? non.
Non, je ne l'avais pas relu parce que tous les points que j'ai approfondis, je les savais déjà. Hein, je savais déjà dans la tête. Je savais qu'il fallait que je fasse ceci ou cela. Alors, je dois avoir un exemplaire papier dans la carte. Je l'ai relu sur mon ordinateur. Ce qui n'est pas facile pour... on ne peut pas tourner les pages pour chercher des choses. Et la conclusion, c'est que j'ai découvert un tas de choses que j'avais oubliées. Et je n'ai pas trouvé des choses que, logiquement, que j'ai appris depuis. Alors, mon impression générale, c'est ce que j'ai dit quand j'ai fini de lire ma thèse, c'est que le sujet était compliqué, mais que ma solution n'était pas simple non plus. Et alors, j'ai voulu partir de très loin, aller vers partir de la morphogénèse verbale, appliquer la théorie de Jean-Claude Chevalier. Et les conclusions ne sont pas fausses, mais elles ne sont pas compréhensibles. Hein. Elles ne sont pas compréhensibles. Je ne peux pas me servir de ces conclusions, je ne sais pas, pour expliquer le prononcé devant un public d'étudiants et de linguistes peut-être, mais donc il fallait simplifier le problème parce que l'unicité du signe c'est peut-être l'unicité de l'explication. Je ne peux pas expliquer phrase par phrase. Il faut que je trouve quelqu'un qui englobe tous les cas de figure. Et ça, je n'avais pas réussi à le faire dans ma thèse. Alors du coup, quand tu as tourné les pages de cette thèse, qu'est-ce que tu as pensé de la jeune Marisol qui faisait ce travail? D'abord, je n'étais pas très jeune déjà. Et puis, je pense que je m'étais pas mal débrouillée avec toute la bibliographie qu'il fallait éplucher, qu'il fallait trouver, et que finalement, tu vois, j'ai trouvé des gens qui ne pensaient pas comme moi, mais j'ai trouvé aussi pas mal en Espagne et en France, hein, des grammairiens, des linguistes qui allaient dans mon sens. Et ça m'a vraiment encouragé. Oui, je comprends. Alors, quels sont les conseils que tu donnes, que tu donnerais à de jeunes doctorants, des doctorantes maintenant? Maintenant, en ce moment, je dirais qu'il ne faut pas se décourager. J'ai déjà dit que j'étais isolée, enfin pas isolée, j'étais très bien entourée, mais j'étais intellectuellement isolée au Mexique, que j'écrivais des lettres à Jean-Claude Chevalier. Il me répondait toujours, parce qu'il répond toujours à toutes les lettres, mais ça arrivait parfois un peu tard, et que je pouvais parler de mon sujet peut-être avec une ou deux personnes au Mexique. Donc ça, c'était dur. Je n'avais pas la possibilité. J'avais un ordinateur que j'avais fait venir des États-Unis, mais il n'y avait pas Internet. Le téléphone, c'était quelque chose qu'on réservait pour les urgences. Et je n'avais pas d'échange possible. Alors aujourd'hui, et quelles que soient les circonstances, on a cette possibilité de communiquer avec les autres. Et ça, je crois qu'il faut en profiter. Et je pense que il ne faut pas oublier que la thèse est une porte d'entrée de l'univers de la recherche. Que no es poco, comme on dit en espagnol. Et j'ai retrouvé pendant ma lecture de la thèse une phrase de Gustave Guillaume que je vais vous lire et qui me semble assez intéressante. De même qu'il faut se jeter à l'eau pour apprendre à nager,
Il faut avoir la témérité de théoriser même dans des conditions difficiles et dangereuses. C'est le cas de linguiste pour apprendre à théoriser. Donc, ça, c'est mes conseils aux jeunes doctorants. Et alors, pour finir, est-ce que tu peux nous lire la première phrase de ta thèse et nous en faire un commentaire? Donc, la première phrase de ma thèse, en réalité, c'est à propos de ce, Niceto Alcalá Zamora écrivait dans une de ses annotations à la Gramática de la Lengua Castellana de Bello y Cuervo les lignes suivantes. Donc, je lis, je mets le texte que je mets et que j'ai cité tout à l'heure. Les trop nombreux exemples de ces signifiants, ça c'est moi, posent encore aujourd'hui des problèmes que grammairiens, linguistes et pédagogues ont tenté de résoudre de diverses façons. Alors, rétrospectivement, quel commentaire tu en fais de cette... Et alors, rétrospectivement, qu'est-ce que tu en fais de cette phrase d'attaque, d'accroche? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que c'est que je pose un petit peu le problème. Ce qu'il faut après, c'est voir comment chacun a essayé de le résoudre. Et ça, c'est mon état de la question qui vient après. Mais ce n'est pas non plus très parlant. Je pense que Alcalá Zamora est beaucoup plus parlant que moi pour dire le problème. Si je peux dire ça. Bon, merci beaucoup Marisol. Je calculais ce matin que j'ai quitté Paris 3 il y a 19 ans. Donc, c'était un retour en arrière presque aussi grand que toi. On a fait un double retour en arrière toutes les deux à travers cet entretien et c'était vraiment très, très, très agréable. Je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce projet. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.